Salut à tous, bienvenue dans Paraculte, votre podcast sur la pop culture. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va, je suis un petit peu stressé là, puisque j'ai des petits problèmes techniques dernièrement, mais ça devrait aller. Bon, on va croiser les doigts, on va espérer que 2020 ne soit pas représentatif de la tenue de ton matériel. Pour Paraculte, en tout cas, vous le savez, on parle de trucs qu'on a aimés, donc vous nous entendrez jamais recommander des choses qu'on n'a pas aimées, on perd pas de temps là-dessus. Et par contre, il y a une petite reco dans la reco, c'est celle qui a fait Prismixi. il a mis Prismixi, mais c'est peut-être Prismix qu'on connaît bien pour Tech Café qui a changé son pseudo, qui a déposé un avis pour Paraculte et qui a dit ainsi naquit la 6ème étoile. L'équipe de Tech Café s'écarte de l'ActuTech pour recommander des œuvres culturelles qu'ils ont appréciées. C'est toujours très bien réalisé et présenté par les Guillaume et leurs invités. Hyper intéressant, tout fait envie, c'est un peu la fabrique de bonbons. Sont au programme des chanteuses artificielles, des zombies, des voyages dans les fosses ardentes de l'enfer ou des planètes convoitées. Que du rêve. Dans cet épisode, on va vous parler de jeux vidéo. Guillaume, qu'est-ce que tu voulais nous recommander pour cet épisode ? Alors moi, je vais vous recommander A Plague Tale Innocence, donc un jeu d'Asobo Studio. Et je le fais tout de suite, ou tu veux commencer par qui ? Je te propose que tu commences par A Plague Tale. Eh ben commençons. Alors effectivement, parce qu'après Flight Simulator, je continue avec Asobo, puisque donc je vais vous parler de A Plague Tale, donc Innocence, le jeu qu'ils ont fait juste avant, qui est sorti en 2019. Donc alors, Asobo, c'est un studio français. Il est basé à Bordeaux, il existe depuis 2002. Alors l'origine du nom, c'est japonais, c'est confirmé sur le site officiel, puisqu'en japonais, s'amuser se dit asobu, le verbe asobu, et un impératif comme amusons-nous, c'est un équivalent de let's play, ben, ça se dirait asobo, avec un O long, certes, mais bon, en français, ça devait juste asobo, parce que les O longs, pour nous, c'est juste une sorte de thé, quoi, voilà, c'est tout. D'accord. Donc, mais ce que je retiens, c'est que ça veut dire let's go. Ça veut dire let's play. Allons-y. Let's play, pardon. Tout à fait. Et donc voilà, bon, c'est un studio qui est déjà qui a déjà produit pas mal de jeux très connus, qui se sont bien vendus, puisqu'il y a eu Ratatouille en 2007, sur console et PC de l'époque, ça s'est bien vendu, 2,5 millions d'exemplaires. Ils ont fait pas mal de jeux de commande Disney comme ça, et aussi un titre qui a pas mal été remarqué en 2009, moi je m'en souviens, c'était Fuel, c'est un jeu de course off-road, mais il se passe en monde ouvert, et il avait marqué par sa taille, puisque c'était un monde qui faisait 14 400 km². Et oui, quand même. Alors évidemment, bon, c'était algorithmique, mais c'était vraiment immense. Et on retrouve d'ailleurs de la conduite en monde ouvert avec The Crew, donc beaucoup plus connu et récent, The Crew 1 et 2, qui occupait déjà toutes les États-Unis. En fait, ça t'offrait tous les US à l'échelle 1/40e. Faut pas exagérer, mais quand même, c'était beaucoup, les États-Unis à l'échelle 1/40e. Et donc, c'était déjà des... C'est pas Flight Simulator encore, et mais voilà, mais c'est exactement, c'est ce que j'allais dire, tu vois, des prémices de Flight Simulator, je sais pas, en tous les cas, ils collaborent avec Microsoft depuis un petit moment, puisque The Crew, c'était une exclu Xbox 360 à l'époque, et Asobo avait fait aussi, enfin d'ailleurs elle fait toujours sans doute, des Apollo Lens, bon c'est des produits pro, donc on va pas en parler ici, on connaît pas, voilà, mais c'est des produits pro, et en 2016, le studio a fait Recore, je sais pas si t'as vu passer. Recore, ouais. Non, je connais pas du tout. C'est une exclu Xbox One. Mais je découvre, tu sais, moi j'ai toute ma culture vidéo ludique à développer, et donc pour moi Paraculte c'est aussi cette opportunité. Donc tu vois, je note au fur et à mesure, je regarde les images des éléments que tu cites. Non, je connais pas du tout. Record, c'était une exclu Xbox One. Donc c'est un jeu avec une héroïne dans un monde où il y a plein de robots, d'animaux robots. D'ailleurs, elle a un chien robot. D'ailleurs, il y a un PNJ comme ça, c'est peut-être un prémisse de Plague Tale, je sais pas exactement. En tous les cas, ça a eu un succès un peu mitigé, mais c'était pas mauvais du tout, et d'ailleurs je l'ai essayé il y a pas très longtemps. Mais cette fois, je vais pas vous parler de Record, je vais parler de Plague Tale, et ce dernier donc est totalement multiplateforme du coup, c'est donc PC, PS4, Xbox. Et c'est remarquable, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on le lance comme ça, le jeu ne tourne pas sur un moteur Unreal Engine ou Unity, ça tourne sur un moteur maison. Tout est développé en interne. Et donc ils ont un moteur maison qu'ils ont réussi à porter sur les consoles, et ce qui est pas évident, parce qu'en général quand on veut être multiplateforme comme ça, on utilise plutôt des technologies de type framework qui permettent de développer sur toutes les machines d'un coup, non ? Enfin, en tout cas de mutualiser le développement. C'est beaucoup plus simple. Là, tous les portages doivent être faits, pris en charge par l'équipe, quoi. Et c'est un vrai risque, surtout que c'est le studio qui a une taille assez modeste, puisqu'ils étaient 140, ils sont passés à 180 en 2018. Pour donner un ordre d'idée, ils sont 3500 chez Ubisoft Montréal. Donc, c'est une petite équipe. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, on pourrait dire c'est peut-être simple si les graphismes sont, je sais pas, simplistes, mais là, je regarde les images depuis tout à l'heure, puisque je ne connais pas le jeu et je le découvre en même temps que ta chronique, mais les images sont
magnifique. Mais c'est le jeu, absolument s'il est à superbe. cette hauteur-là, c'est incroyablement magnifique. Oui, c'est absolument superbe. A Plague Tale, c'est loin d'être un jeu inconnu, hein. Il a été couronné 6 fois au Pégase 2020. C'est une cérémonie française, d'ailleurs, de l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo. C'est un peu les Césars du jeu vidéo, quoi, globalement. Et donc après The Crew 2 ou Recore, A Plague Tale, ça permet à Asobo justement de placer un jeu en France. Donc alors ils ont choisi le XIVe siècle en Guyenne. La Guyenne, c'est la partie sud-ouest, hein, de la France, donc c'est autour du Bordelais, c'est pas un hasard, hein, évidemment. Ça se passe en 1348, et c'est pas la joie. C'est la guerre de 100 ans, c'est le début de la peste noire, donc voilà, on est youpi. Mais bon, ça se voit pas tout de suite, hein. Au début du jeu, Amicia et son père se baladent en forêt, ils profitent d'un petit peu de temps ensemble, ils ont pas beaucoup de temps apparemment, et bon, tout est radieux, quoi. Le soleil déclinant filtre comme ça à travers les arbres, c'est absolument magnifique, c'est bucolique. Et donc on arrive sur une scène qui est digne d'une peinture, et on apprend à tirer à la fronde, ce qui va être une des mécaniques principales du jeu, hein. On tire sur des pommes au début, et en fait ça sert à tout une fronde, c'est vrai. On peut tout faire, on peut casser des chaînes, on peut faire du bruit, on peut fendre des crânes. On mésestime beaucoup la fronde dans les jeux vidéo, et voilà, c'est un tort qui est réparé avec Plague Tale. Alors, la balade tourne quand même un peu court, puisque le chien décide de se faire la malle à un moment, il décide de partir, c'est pas... il détecte un truc, et bon voilà, on court après, on finit par le retrouver, mais il est pas frais, et tout autour il y a une nature détruite et corrompue qui augure pas vraiment des trucs super cool pour la suite. Alors oui, donc Amicia, c'est Amicia de Rune, c'est une noble du coin, elle a un petit frère de 5 ans, elle-même en a 15, hein. Son frère Hugo est reclus dans le château familial parce qu'il a une maladie mystérieuse, hein, que sa mère, qui est une alchimiste, une érudite, il sera quand même beaucoup question d'alchimie, hein, dans le truc, dans le jeu, elle essaye de le soigner depuis toujours à peu près. Et Hugo, lui, il reste donc dans sa chambre, il a jamais vu le monde, et même Amicia en fait le voit assez peu. Mais ça va changer parce que vous êtes à peine revenu que l'Inquisition se pointe au domaine et lui demande carrément de lui remettre le petit. Pourquoi ? Mystère évidemment pour le moment, mais ça vient d'en haut, apparemment ça vient du grand inquisiteur, Vitalis. Et donc il va falloir fuir et percer le mystère autour de la maladie d'Hugo et comprendre pourquoi l'inquisiteur le cherche. Et donc écoute, c'est parti pour une quinzaine d'heures de jeu d'infiltration light, avec des phases de combat, des menus puzzles et un soupçon d'action, et c'est toujours agrémenté de coopération avec les PNJ, parce qu'Amicia ne sera que très rarement seule en fait, pas dans son aventure. Alors je sais pas si tu es friand de jeux d'infiltration. Si. Alors moi, pas dans ces versions de graphisme. J'ai beaucoup joué à Desperados à une époque que je considérais de l'infiltration, mais bon, enfin c'est peut-être un petit peu différent. C'est plus de l'ordre du puzzle game aussi. Mais j'aime beaucoup. Après, je suis très mauvais. Je me rends compte à ces trucs-là. Moi, tu sais, je suis beaucoup plus fort quand il faut taper sans réfléchir un petit peu partout. Et je pense que c'est pas du tout attendu sur ce type de mécanique. Alors en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, perso, je suis assez mauvais aussi à l'infiltration, parce que j'ai pas trop la patience, et quand je me fais repérer, j'ai pas envie de recommencer, j'ai envie de casser des têtes, j'ai envie de casser des têtes. Et en fait, tu peux pas casser des têtes dans Plague Tale, puisque voilà, Amicia, c'est une jeune fille, hein, je veux dire, elle va pas faire le poids contre des gros mecs en armure, c'est évident, donc globalement, il faut rester en infiltration, mais c'est assez simple, en fait. Globalement, Plague Tale n'est pas très difficile, les niveaux peuvent être assez longs, mais il y a beaucoup de checkpoints, la voie est assez simple à trouver, tu vois, c'est assez linéaire, les gardes et l'IA sont assez indulgents, quoi, quand même, d'accord. Ça va. Et bon, selon le tempérament, ça pourrait être vu comme un reproche, en fait, si vous êtes très jeu d'infiltration. Moi, c'est pas mon cas, hein. Moi, au contraire, j'ai réussi justement à faire le jeu parce que c'est de l'infiltration un peu light, on va dire. D'accord. Bon, on pourra aussi ramasser des matériaux pour améliorer son équipement, créer de nouvelles armes. Bon, alors il y a un petit côté crafting. C'est pas un RPG non plus. C'est ça, il y a un petit côté jeu de rôle crafting, mais c'est pas vraiment exploité à fond non plus. Après, c'est assez difficile parce que fondamentalement, le jeu est assez narratif et assez linéaire. Mais bon, quand même, assez rapidement, on aura aussi une nouvelle mécanique, hein, qui est très originale, c'est les rats. Alors les rats, pourquoi ? Parce que c'est des rats, mais c'est des rats par centaines, par milliers en fait. Ils grouillent dans un bruit cauchemardesque, et ils vous dévorent en quelques secondes. Ils dévorent aussi les autres gens, hein, bien sûr, ils dévorent vos ennemis, s'ils sont là.
Et le truc, c'est qu'ils ont peur de la lumière. Donc les rats, c'est vraiment un élément distinctif pour le jeu, hein. Le moteur maison a permis aux programmeurs d'optimiser un petit peu les comportements et l'apparence des rats pour en afficher jusqu'à 5000 simultanément. Donc, mais parce que ça, moi je vois les images là encore une fois du jeu, alors c'est des images arrêtées, je lance pas les vidéos, mais on voit effectivement des nuées de rats sur le sol avec leurs yeux rougeoyants là qui nous regardent, mais ici ils sont tous animés, ça doit être très impressionnant technologiquement du coup. Oui, technologiquement ils ont une... Alors justement les rats, comme ils sont très très nombreux, ils n'ont pas une IA très développée en fait, les comportements sont... C'est plus simplement une horde de rats en fait, c'est une sorte de fluide de rats, tu vois. Ça devient une entité qui est à la fois organique et physique. Et on les manipule avec des outils que le jeu nous donne au fur et à mesure, avec une petite surprise à la fin. C'est pas réaliste en fait, hein. C'est-à-dire, les rats se montent dessus, enfin, je veux dire, les rats feraient pas vraiment ce genre de truc, feraient pas des tas de rats comme parfois ils font, quoi. Mais c'est pas le but. Les rats, en fait, deviennent une sorte de fluide, d'entité physique, qui est une sorte d'entité métaphorique aussi, autant qu'un élément de gameplay, quoi, hein. Quelque part, ils sont la peste. Et c'est plutôt des alliés, les rats, c'est plutôt des ennemis, ou c'est un élément de l'environnement qu'on manipule selon ce qui se passe à notre avantage ou à notre désavantage ? Alors, les rats sont des ennemis. Fondamentalement, les rats sont dangereux. Les rats, c'est vraiment un truc, si tu les touches, c'est fini, quoi, hein, en gros. Tu te noies dans les rats, enfin voilà, ils te bouffent immédiatement, c'est... Non, les rats... Ils ont faim, quoi. Ils ont très très faim. Les rats, en fait, ils sont la peste, ils fabriquent des nids. Ils souillent les endroits qu'ils habitent, hein, ils transforment les lieux un lieu normal, ils te le transforment en un rêve de H.R. Giger, quoi, hein. Certaines plantes, d'ailleurs, font penser à Alien, quand tu es dans les nids, un petit peu comme ça. Et en fait, quelque part, ils sont l'apocalypse. Voilà, ils incarnent la fin de l'humanité. Alors, Geiger n'est pas la seule influence du jeu, hein, heureusement. L'équipe s'est inspirée aussi des parties médiévales de Bordeaux, pour les décors, donc avec des docs d'architecture historique, hein, c'est classique, mais aussi des peintures romantiques. Il y a Claude Lorrain qui est évoqué par le directeur artistique, hein, et c'est vrai que la composition, la lumière de chaque environnement, tout ça c'est très très travaillé. C'est magnifique, hein, tout simplement, hein, parce que Plague Tale est graphiquement superbe. Il est à la fois réaliste dans ce qu'il dépeint, c'est-à-dire la crasse, la violence, il y a vraiment beaucoup de gore aussi, c'est très... c'est très très dur, hein, des fois, hein, et c'est aussi très pictural par contre. Il y a d'ailleurs beaucoup de post-processing, mais c'est vrai que sur un bon PC ou une PS4 Pro, c'est magnifique, hein. Les effets de lumière volumétrique sont très réussis, quoi. Ça rend la lumière presque solide et presque palpable, tu vois. Donc je parle bien sûr par exemple des ce qu'on appelle les light shafts, quand tu as de la lumière qui est ces ambiances, enfin t'as l'UHDR, et puis évidemment tu sais quand la lumière traverse les fenêtres, ou quand t'as des ambiances comme ça qui sont vraiment extrêmement bien réussies, quoi. Pas besoin de ray tracing au passage. Non, mais parce que tout est précalculé pour le coup. Ouais. C'est ça la différence, hein, c'est-à-dire que il y a énormément d'intérieur avec du soleil à l'extérieur, donc en fait tu as des éclairages indirects, beaucoup, et c'est très très bien fait, c'est très réaliste, mais ça bouge pas, c'est-à-dire qu'évidemment le soleil ne se déplace pas, les lumières ne se déplacent pas, enfin les lumières se déplacent, mais les lumières d'ambiance, si tu veux, ce qui donne l'éclairage ambiant, ne se déplace pas. Donc en fait c'est précalculé, et c'est mis dans les textures, ça c'est très 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 classique. Mais c'est suffisant pour créer un environnement qui soit immersif, j'ai l'impression. Oui, mais parce que c'est pas un open world, c'est pas un truc où tu es censé te balader toute la journée, où les ambiances changent, donc tout reste fixe, et donc du coup ça peut te permettre effectivement d'avoir des éclairages d'une qualité extraordinaire sans demander du calcul à la carte graphique plus que ça, quoi. D'accord. Et d'ailleurs pour les décors, le studio a eu recours à une bibliothèque d'objets scannés en 3D qui s'appelle Quixel, donc parce que évidemment recréer tous les assets ça aurait été largement hors de leur budget, quoi, hein. Et donc on se retrouve avec une densité visuelle qui est très très importante, des textures qui sont très détaillées, mais il y a aussi beaucoup de géométrie en fait. Les décors ont une vraie consistance, tu vois, tu regardes par terre, tu as de la boue, donc tu as du parallax mapping, mais tu as aussi des feuilles, et ces feuilles c'est de la géométrie, c'est vraiment très très bien fait. Et même les persos d'ailleurs sont aussi très très beaux, voilà quoi, ils sont animés, je trouve que c'est au niveau des meilleurs, c'est de la haute qualité pour un studio qui encore une fois n'est ni Rockstar ni Capcom quand même, hein. Et donc bon, côté audio, les musiques sont cool, enfin elles collent parfaitement à l'ambiance, mais surtout il y a un excellent doublage en fait, hein, autant en anglais qu'en français. Alors évidemment, hein, chez Asobo ils sont français, donc ça leur est pas fait d'avoir un doublage tout nul, tu vois. C'est clair. Et donc ils se sont offerts des célébrités, donc le méchant est doublé par Féodor Atkin, qui est la voix d'Hugo Weaving, de Tommy Lee Jones ou du Dr House.
Il y a Amicia qui est doublée par... Ah oui, Oui, ok. voilà, tu vois tout de suite le Dr Mhm, House, mhm, effectivement. mhm. Et Amicia est doublée par Léopoldine Serre, donc elle a joué et doublé dans des dizaines de séries télé et de films aussi. Elle a été Saoirse Ronan, elle a été Emma Watson, par exemple. Sa mère, c'est Barbara Tissier, qui a longtemps été la voix de Cameron Diaz, et son père, Bernard Gabet, qui a été la voix de Robert Downey Jr. Bon, tu vois l'idée, le doublage n'a pas été pris à la légère sur ce truc. Super. Mhm. Même si, bon, Vitaly, c'est pas lui qui a le plus de lignes, mais quand même, quoi, tu vois, c'est quand même soigné. Et en fait, c'est très important parce que c'est un jeu qui met en scène des relations entre les enfants ados, qui sont confrontés à l'horreur du monde, qui doivent s'entraider, en fait, pour collaborer et pour survivre. C'est ça, le innocence, quelque part, dans le sous-titre, évidemment. Donc Amicia doit protéger Hugo, c'est un enfant, et là c'est vrai que vous imaginez tout de suite que ça pourrait devenir cauchemardesque dans un jeu vidéo, parce que c'est pas les exemples qui manquent de missions d'escorte, dont les souvenirs peuvent suffire à donner la nausée. Mais ici, pas du tout. En fait, Hugo n'est jamais une gêne pour le gameplay. On peut lui donner des directives, mais il est très rare qu'il fasse perdre, en réalité. On n'a pas envie de l'égorger au cours de la partie. Trop vite, Non, quoi. non, en tout cas, pas trop vite, même c'est bon, c'est vrai, c'est un enfant, il a des fragilités, tout ça, mais ça va, tu vois, c'est pas vraiment un boulet, et bon, après, il y aura d'autres, voilà, vous êtes accompagné par plusieurs persos, dont un autre enfant, un peu plus âgé, puis d'autres ados, mais bon, voilà, en tout cas, Hugo, lui, il est là, il court partout, il parle, il commente le décor aussi, qui ramasse des fleurs, il nous les donne, et c'est vrai qu'il y a une fragilité, sa fragilité humanise un peu le jeu, et on s'attache petit à petit. Alors, c'est moins subtil qu'un Ico, par exemple, mais ça marche quand même, et puis c'est vrai que Yorda dans Ico pouvait être plus handicapante, on va dire, plus difficile à gérer. Donc bon, voilà, donc il y a d'autres PNJ qui ont un rôle plus actif dans la coopération. Il y a 17 chapitres avec différents trucs de gameplay. Et l'histoire est sombre, très 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 sombre, mais on a envie de la suivre jusqu'à la fin, d'avoir le fin mot de l'histoire, parce qu'il y a un petit peu d'occultisme aussi quand même dedans. Et voilà, avec des petites surprises à la fin, c'est pas vraiment, vraiment très bien. C'est une histoire sombre avec, pour une époque, il est encore plus finalement. Et voilà, c'est les protagonistes qui entretiennent une lueur d'espoir au milieu de l'horreur, quoi. Voilà, par leur courage et leur ténacité. Donc voilà, A Plague Tale, Innocence, édité par Focus Home Interactive, donc c'est dispo partout, sur PS4, Xbox One, PC, c'est compris de la Game Pass en ce moment. Pour ne rien gâcher, ça se trouve facilement de toute façon assez peu cher, j'en ai vu passer à 20€. Franchement, 20€, si vous l'avez pas, bon, ça vaut largement le coup. Ouais. Et voilà, donc à noter qu'une suite a été confirmée, et je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Ça fait partie de ces jeux qui me donnent très très envie effectivement de m'équiper d'autres choses qu'une Switch pour explorer des jeux comme ça beaucoup plus enrichis et beaucoup plus matures et surtout avec une prestation visuelle de ce type-là. Ça a l'air d'être vraiment un long métrage interactif comme ça peut souvent en faire envie. J'étais en train de regarder sur le site du studio, ils ont fait énormément de jeux, ces gens-là, de ce que je vois, non ? Alors peut-être beaucoup de portages de licences. Je les vois présents donc pour Flight Simulator. Je les vois sur des Zoo Tycoon, tu parlais tout à l'heure de The Crew. Mais il y a plein de jeux dérivés de licences, notamment Disney, qui ont été exploités. Et j'ai l'impression qu'ils sont très actifs. Ah oui. C'est chouette. Mais Bordeaux, c'est une ville où il y a plusieurs studios. Il y a le studio de Dead Cells aussi. En France, il y a quand même pas mal de studios. Il y en a à Lyon, il y en a à Lille, il y en a à Paris. Et donc oui, Bordeaux, c'est un des pôles de jeux vidéo en France. Ah, formidable. Écoute, merci beaucoup, ça me donne très très envie en tout cas. Ça va, ça souffle pas trop sur une PS4 ce type de jeu mais je l'ai fait sur PC. D'ailleurs, petit tips, toi, si vous le faites sur PC avec un écran large, parce que moi j'ai un écran 21/9, donc un écran large c'est génial pour jouer à Plague Tale, sauf qu'il n'est pas compatible de base. Et donc il y a deux versions PC, il y a une version Game Pass, qui est une version plus générale, j'ai l'impression, une version Steam, et donc il y a des... cherchez sur internet, parce qu'il y a des possibilités en fait de le passer quand même en ultra-wide, donc en 21/9, et ça vaut le coup. Si vous avez un écran 21/9, vraiment d'exploiter votre écran, c'est très cool. Moi, pour la version qui est non Steam, donc c'est la version Game Pass en l'occurrence, il y a un petit utilitaire qui s'appelle, je sais plus comment d'ailleurs, machin ultra wide, un truc comme A Plague Tale ultra wide, qui donc permet de passer, voilà, donc sachez qu'il est possible, cherchez, ça vaut le coup, il est possible, si vous avez un écran très large, d'y jouer en écran très large. Hyper intéressant. Je sais pas d'ailleurs dans quelle mesure est-ce que les consoles, les PS4 et évidemment les next-gen gèrent les écrans de ces types de résolution. Elles ne le font pas. Elles ne le font pas, d'accord. Donc quand on veut jouer sur ces types-là, c'est forcément PC, quoi.
Ok, écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications et ça donne très très envie. Si ça vous a donné envie aussi à vous, dites-le dans les commentaires, paracule.fr. Alors moi je vais compléter cet épisode en faisant une mention qui va être une série de petites mentions en fait, parce que, alors je ne suis pas dans la situation où je peux vraiment me dimensionner pour passer du temps en longueur sur des jeux vidéo. J'ai l'impression que ce type de jeu, comme tu le cites pour Plague Tale, ça donne l'envie de se consacrer limite des soirées à jouer. Donc c'est hyper intéressant, mais on n'a pas toujours cette possibilité-là. Alors effectivement, quand on a 20 minutes de temps en temps pour jouer, on a plusieurs choix. Alors, on peut continuer à faire du Animal Crossing comme je le fais. Oui, je continue à faire vivre mon île. Moi, depuis le début du confinement, le premier confinement, je continue à faire vivre mon île quotidiennement, surtout avec mon fils. Et on a aussi les jeux sur mobile. Alors le problème des jeux sur mobile, c'est qu'on a vite des jeux, je trouve, qui sont pas très très captivants à la base. On a beaucoup de jeux de type puzzle game que moi je trouve très forts pour nous capturer du temps, mais qui sont finalement pas très épanouissants, je trouve, sur le plan vidéoludique. Il y a plein d'exceptions et je suis sûr qu'on va me tirer dessus à balles réelles parce qu'il y a plein de jeux sur mobile qui développent des mécaniques et des stratégies qui sont très intéressantes, mais grosso modo c'est vrai que moi j'ai pas eu un gros engouement sur ces jeux-là, et sinon on tombe aussi sur des jeux très complets. Il y a Oceanhorn par exemple, qui sont a priori des jeux vidéo auxquels j'ai pas joué, mais les retours montrent que sur plateforme mobile, c'est des super dispositifs de jeu très complets. C'est un vrai Zelda, c'est un vrai petit Zelda. C'est un vrai Zelda disponible sur mobile. Alors, je suis convaincu que c'est très complet. Problème, c'est que là, on retombe justement dans le fait qu'il faut y consacrer pour moi du temps. Et donc, on a l'entre-deux. Et moi, il y a quelques jeux comme ça que j'ai sur mon iPad que je ne désinstalle pas. Et notamment les Tower Defense. Alors, le principe du Tower Defense est assez simple et il n'est pas tout jeune, je pense. Peut-être que tu pourras compléter avec une partie historique du Tower Defense, ou en tout cas évoquer des choses que ça te rappelle. Mais le principe, il est simple, c'est que vous avez une carte et vous avez des ennemis qui vont essayer de passer au travers d'un chemin, et vous allez tout simplement installer des tours pour les dégommer avant qu'ils arrivent à l'autre bout de la carte. S'il y a trop d'ennemis qui passent, évidemment vous perdez la partie et vous devez recommencer. Alors cette mécanique de Tower Defense, comme je disais, elle est hyper simple. Ça t'évoque toi des jeux en Tower Defense qui t'auraient marqué et auxquels tu aurais joué par le passé, ou est-ce que t'es pas très familier du format? J'ai pas joué à beaucoup de Tower Defense, je dois dire, mais oui, mais je crois même que j'ai joué à celui dont tu vas parler. Hein. J'y ai joué. Alors c'est fort possible. Ah oui, il me semble. Je vais parler donc de Kingdom Rush. Alors bon, donc voilà, on casse un petit peu le suspense. Kingdom Rush. Non, mais au contraire, allons dans le vif du sujet. Kingdom Rush, où en fait c'est pas un seul jeu, c'est plusieurs jeux. Il y a plusieurs déclinaisons. Il y a Kingdom Rush qui est sorti en 2011, maintenant, donc ça fait près de 10 ans. Kingdom Rush Frontiers, qui est une nouvelle version, une nouvelle carte, des nouveaux personnages en 2013, Origins en 2014, et même plus récemment Vengeance en 2018. Alors c'est simple, à chaque fois quand il y a un nouveau Kingdom Rush, c'est le même principe. Tout ce que je vais vous expliquer est vrai pour tous les jeux Kingdom Rush, c'est juste des nouvelles cartes, des nouveaux personnages, quelques petites mécaniques qui changent, mais dans l'ensemble c'est systématiquement la même chose. En tout cas, le principe, c'est... historiquement, d'ailleurs, c'était un jeu en Flash. Je ne sais pas si tu savais, mais Kingdom Rush, le tout premier, est sorti en jeu en Flash sur navigateur. Ouais. Et c'est rigolo parce que c'est assez représentatif du traité graphique qu'a pu apporter le Flash. Tu sais, avec des tracés un peu dessin animé. Un petit peu cartoon, un peu dessin animé, mais en même temps avec une fluidité d'animation bien particulière. Et c'est ce qu'on retrouve dans les Kingdom Rush, et c'est ce que j'aime bien dans cette signature graphique. Donc, d'ailleurs, c'est la seule chose que fait Ironhide Game Studio, qui a développé les Kingdom Rush. Ils font que ça. Je crois qu'ils ont fait un autre jeu à part les Kingdom Rush, mais c'est vraiment leur marque de fabrique, et ils font que ça, et pour le coup ils le font très bien. C'est un petit peu la référence, je crois, en matière de Tower Defense. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans les Kingdom Rush ? Alors, je vous recommande déjà d'y jouer sur tablette, parce que je sais que ça existe sur la Switch, par exemple. Il y a eu des portages sur la Switch. Honnêtement, un Tower Defense, je trouve que ça prend tout son intérêt sur une tablette et que ça a très peu d'intérêt sur d'autres types d'appareils. Éventuellement sur PC, avec la souris. Tu sais que c'est là que c'est né, de toute façon. Le genre, et c'est là que c'est né. Le genre Tower Defense, tu me disais l'historique. Je connais pas le premier Tower Defense
Defense, je veux dire en tant que tel, si tu veux, mais c'est des trucs qui sont issus du RTS. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mode de jeu du RTS. Warcraft, tu vois, quoi. t'avais, je sais pas, t'avais Age of Empire ou Starcraft, plutôt Starcraft d'ailleurs, même c'est carrément Starcraft ou Warcraft 3, où Je crois que c'est Warcraft 2 même, où il y avait eu des déclinaisons, non? Je sais que Starcraft, il y a un truc Tower Defense dans le sens où t'as des modes de jeu qui sont des modes un petit peu comme les modes Horde, où t'as une base que tu dois, tu vois, t'as une base et t'as des vagues successives. Et entre chaque vague, tu dois faire tes ressources et faire tes défenses. Et quelque part, c'est un peu cette idée-là, quoi. Tu vois, ça ressemble quand même pas mal. Je pense que ça vient tout simplement de là. Hein. Ça vient de là, et ce que je voulais dire au travers de la tablette, c'est que c'est hyper confortable, agréable et pratique de jouer avec le doigt au touch. Et c'est pour ça aussi que je voudrais en reparler, c'est que ces jeux retrouvent un intérêt incroyable sur un écran type un iPad ou une tablette Android compatible. Je trouve que ça marche diablement bien. Alors en tout cas, bon, pour Kingdom Rush, donc c'est un Tower Defense classique, donc il n'y a pas de positionnement libre des tours. C'est-à-dire qu'il y a des emplacements vides sur lesquels on va mettre les tours. Il y a plein d'emplacements, mais pour le coup, on peut pas la mettre exactement où on veut. C'est pré-choisi. Et on peut choisir, par contre, les tours qu'on va mettre. Il y en a plusieurs. Il y a les tours d'archers qui sont assez rapides, qui envoient des flèches, mais qui font des dommages qui sont peu puissants, mais très rapides. Les mages, alors à l'inverse, là, ça fait des dommages de type magique, assez puissants, mais beaucoup plus lents. Il y a des tours qui font des dégâts de zone, donc des espèces de gros mortiers, quoi. Et il y a, et c'est là où je trouve Kingdom Rush a aussi un petit peu son intérêt, et là aussi où le parallèle avec les Warcraft et les RTS peut avoir tout son intérêt, c'est qu'il y a des tours qui mettent à disposition des tanks. Donc par exemple 3 guerriers qui vont retenir les ennemis, les taper à coups d'épée ou de hache, mais qui vont pas infliger énormément de dégâts, mais qui vont constituer une forme de tanking, comme on l'a dans plein d'autres jeux, hein, et retenir les ennemis pour qu'ils se fassent dégommer par les tours aux alentours. On peut faire évoluer aussi ces tours avec de l'argent qu'on gagne en tuant les ennemis. C'est assez magique, hein. Dès qu'on le tue, hop, on gagne de l'argent, c'est formidable. Et donc on peut faire évoluer les tours, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. On a aussi des spécialisations avec ces tours, donc au-delà d'un certain niveau, on peut les décliner pour avoir différents comportements parmi ceux qui sont disposés dans le jeu. Et comble de l'intérêt du jeu et comble du parallèle avec les RTS, notamment avec, je crois, les Starcraft et Warcraft 3, c'est qu'on dispose d'un héros aussi, qu'on peut déplacer un petit peu partout sur la map en renfort de là où se passe l'action. Donc tu vois, si tu as tes ennemis qui commencent à arriver proche de ta sortie, si ton héros est assez rapide, tu peux le déplacer pour le remettre à cet endroit-là et qu'il essaye de sauver ta partie pour dégommer les quelques petits ennemis qui ont réussi à se faufiler dans tes lignes de défense. Donc ça aussi, ça rajoute un intérêt au jeu. Il y a des sorts aussi qui sont disponibles dans Kingdom Rush, ou en tout cas des actions de zone. Donc tu peux rajouter des petites unités localement, où tu as des dégâts de zone qui se rechargent en quelques dizaines de secondes. Et tu as une espèce d'évolutivité parce que tu peux faire évoluer un petit peu ton personnage ou tes capacités. Donc par exemple, avec des arbres de talent, comme tu les as dans les RPG, par exemple, tu peux développer l'arbre de talent qui correspond justement à la thune, ce qui te permet de gagner de plus d'argent quand tu tues des ennemis, ou avoir des dégâts magiques plus importants, etc. Donc il y a un petit peu d'éléments d'évolutivité. Point hyper important dans Kingdom Rush, c'est que c'est tout sauf frustrant. C'est justement pas aussi simple et aussi avilissant, je trouve, que les puzzle games sur mobile, mais c'est pas non plus un jeu très complet, ce qui permet d'y jouer par des petites sessions de 15-20 minutes, et on peut gérer la difficulté de manière hyper intéressante. En gros, si on veut jouer le jeu en très facile, c'est hyper agréable parce que les choses vont se dérouler avec moins de challenge, mais on peut mettre tous les niveaux en plus difficile, et ça fait partie de ces principes de jeu, tu sais, qu'on dit easy to play mais hard to master, donc c'est très facile d'y jouer, mais évidemment de le maîtriser complètement demande un petit peu plus de temps et un petit peu plus d'investissement. D'autant que derrière l'apparente simplicité, il y a quand même un petit volet stratégique avec la combinaison des tours qu'il faut bien adapter en fonction de la problématique de chaque carte, qui est assez intéressant, donc ne vous laissez pas tromper par l'apparente simplicité du mécanisme de jeu. Dernier point sur la mécanique, il y a des achats in-app. Alors c'est des jeux payants, mais il y a malgré tout des achats in-app qui sont, au fur et à mesure que les dernières versions de Kingdom Rush sont sorties, de plus en plus nombreuses, et c'est assez horripilant, même si il faut souligner le fait qu'aucun achat in-app n'est nécessaire pour jouer au jeu, et à la limite on va pas gagner de temps non plus. On va avoir des héros différents, on va avoir des mécaniques de tours différentes, mais qui rendent pas le jeu forcément plus simple. À la limite, c'est vraiment quand tu adores les Kingdom Rush et que tu veux un héros
héros différent de celui qui est proposé à la base. Tu peux l'acheter éventuellement si tu le souhaites. Dernier élément sur la partie créative, en fait, le traité graphique, comme je le disais, est très sympa parce qu'on a l'impression de jouer à un jeu en flash, mais moderne. On a des petites onomatopées et des bruitages qui te donnent l'impression que tu es dans une espèce d'immense bande dessinée animée. Il y a des petits clins d'œil qui font sourire. Alors, c'est pas hilarant non plus, mais dans l'attitude des personnages, dans l'histoire qui est racontée, ça fait toujours un petit peu sourire. La musique est très bien choisie, sans être une musique qui te rend fou. Tu sais, ces mécaniques qui sont extrêmement répétitives et que tu as dans la tête tout le reste de la journée. Donc, c'est pas à ce point-là, mais c'est très stimulant. Et il y a plein de clins d'œil à l'univers justement de Warcraft. L'équipe de développeurs est très très fan de Medieval Fantastic et notamment de Warcraft et de World of Warcraft. Et il y a plein de petites références, notamment dans la manière dont parlent les personnages que tu vas mettre en scène dans le jeu. Donc voilà, il y a Kingdom Rush Frontiers, Kingdom Rush Origins et Kingdom Rush Vengeance. En fait, si je devais en recommander un, ce serait probablement Kingdom Rush Origins, qui est le meilleur aboutissement de développement de cette série de jeux et qui tombe pas dans le travers absolu de présenter un débordement d'achats in-app qui, même si je le rappelle, ne sont pas indispensables, sont quand même un peu perturbants quand tu payes quelques euros un jeu et qu'on te propose en plus des achats in-app trop fréquents. Je trouve ça un poil dérangeant, moi, de mon côté. Voilà, une petite reco. En tout cas, je pense qu'on a donné 2 recos qui sont assez complémentaires. Guillaume, on a une vraie histoire qui est de l'ordre de ces grandes aventures de type film interactif avec un graphisme très léché. Derrière, pour ceux qui n'ont pas autant de temps à consacrer à un jeu vidéo, vous avez aussi de quoi passer quelques heures de jeu sur votre tablette ou sur votre mobile. Je recommande vraiment plus la version tablette que la version mobile, mais de quoi en tout cas caler des petits temps morts dans votre quotidien. Guillaume, est-ce que ça t'a donné envie de rejeter un coup d'œil au dernier Kingdom Rush ou est-ce que t'as vraiment tourné la page de cette période de ta vie vidéoludique ? Non, mais pourquoi pas ? C'est vrai que c'est bien de parler aussi de jeux comme ça un petit peu plus courts, qui prennent un petit peu moins de temps, parce que c'est vrai que Plague Tale, c'est plus de 10 heures. Hein. Moi, je dirais que c'est presque, je sais pas, une quinzaine d'heures peut-être, donc ça fait quand même pas mal, ça fait un investissement. Et c'est vrai que le jeu mobile se permet, oui, de snacker, et il y a de très bonnes choses aussi sur mobile. Hein. Il n'y a pas que de très bonnes choses, malheureusement, mais il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même. Et donc, on pourrait effectivement parler de jeux vidéo mobiles à l'avenir, oui, pourquoi pas, bien sûr. Ça pourrait être presque un thème d'épisode. Il y a Patrick Béja, podcasteur qu'on ne présente plus, qui a déjà donné sa définition de la différence entre un hardcore gamer, enfin entre un casual gamer et le reste. C'est qu'effectivement le casual gamer va jouer quand il a du temps, alors que les autres vont se réserver des plages de temps pour jouer. Je trouve ça hyper intéressant parce que là, par exemple, dans cet épisode de Paraculte, vous avez un exemple des deux. Il y a d'un côté, vous allez vous consacrer du temps à jouer, et de l'autre côté, peut-être combler des moments de disponibles pour jouer. Donc voilà, la complémentarité des deux. Merci Guillaume pour cet épisode et cette belle recommandation qui est Plague Tale Innocence, et vous retrouvez tous les liens vers les jeux qu'on a cités dans cet épisode dans les notes de l'émission. Et en attendant, on attend évidemment vos retours sur paracult.fr, on attend aussi vos avis sur les plateformes de podcast comme par exemple Apple Podcast ou Podcast Addict, et n'hésitez pas non plus à nous solliciter pour nous suggérer des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Alors si jamais c'est des choses qu'on n'a pas faites, qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas consultées, ça nous demandera un petit peu plus de temps, mais peut-être que vous allez faire écho à des choses qu'on a pu consulter ou faire ou jouer, et qu'on aimera d'autant plus en parler. Ce sera en tout cas avec grand plaisir. Merci beaucoup de votre fidélité, merci d'écouter Paraculte, et on se dit à très très bientôt pour un prochain épisode de Paraculte ou de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.